Bienvenue dans cette vidéo passionnante sur le chapitre 19 du Prince de Nicolas Machiavel. Dans ce chapitre, Machiavel explore le thème de la façon dont un prince peut éviter d'être haï et méprisé par ses propres sujets. Il affirme que cela peut être évité en évitant d'être considéré comme rapace, usurpateur, variable, léger, efféminé, pusillanime et indécis. Au lieu de cela, le prince doit refléter la grandeur, l'animosité, la gravité et la force à travers ses actions et s'assurer que son jugement soit irrévocable. Ce chapitre regorge de conseils précieux pour tout dirigeant. Alors, préparez-vous à plonger dans cette lecture captivante. Pour permettre au plus grand nombre de lecteurs d'accéder au contenu, cette vidéo est également disponible dans les langues suivantes: anglais, espagnol, italien, français et portugais. Mais, comme j'ai déjà parlé des qualités les plus importantes mentionnées précédemment, je veux discuter brièvement des autres, sous ces généralités, afin que le prince réfléchisse, comme déjà mentionné, en partie, à éviter ces choses qui le rendent odieux et méprisable. Et chaque fois qu'il évite cela, il aura fait son devoir et ne rencontrera aucun danger d'infamie dans d'autres choses. Il est rendu odieux, surtout comme déjà dit, par le fait d'être avide et usurpateur de la propriété et des femmes des sujets dont il doit s'abstenir. Et chaque fois qu'il ne prend ni la propriété, ni l'honneur de tous les hommes, ils vivent satisfaits. Et le seul obstacle est l'ambition de quelques-uns, qui peut être facilement freinée de plusieurs façons. Il est méprisable d'être considéré comme variable, léger, efféminé, pusillanime, indécis. Un prince doit éviter cela comme un écueil et doit veiller à ce que ses actions reflètent la grandeur, l'âme, la gravité et la force. Et en ce qui concerne les manœuvres privées des sujets, il doit veiller à ce que son jugement soit irrévocable et maintenir l'opinion que personne ne pense à le tromper ou à le manipuler. Le prince qui bénéficie de cette réputation est très respecté et difficile à conspirer contre lui. Il est difficile de l'attaquer, tant qu'il est considéré comme excellent et respecté par ses sujets. En fait, un prince doit avoir deux craintes. Une interne, concernant ses sujets, et l'autre externe, concernant les puissants étrangers. Il se défend du second, avec de bonnes armes et de bons amis. S'il a de bonnes armes, il aura également de bons amis. Les choses internes resteront stables, quand les choses externes le seront, à moins qu'elles ne soient perturbées par une conspiration. Et même si les choses externes devaient bouger, si le prince a été ordonné, et a vécu comme je l'ai décrit, et ne s'abandonne jamais, alors il pourra résister à chaque attaque, tout comme l'a fait Nabid, le Spartiate. Mais, en ce qui concerne les sujets, lorsqu'il y a un calme extérieur, il faut craindre qu'ils ne conspiraient secrètement. Le prince doit se protéger contre cela
en évitant d'être haï ou méprisé, et en maintenant le peuple satisfait de lui, ce qui est nécessaire, comme cela a été largement discuté précédemment. L'un des remèdes les plus efficaces qu'un prince a contre les conspirations est de ne pas être universellement haï, car quiconque complote croit que la mort du prince satisfera le peuple. Cependant, s'il pense qu'il offense le prince, il n'aura pas le courage d'entreprendre une telle entreprise, car les difficultés qu'il rencontrera seront infinies. De plus, par expérience, on sait qu'il y a eu de nombreuses conspirations, mais peu ont été couronnées de succès, car celui qui complote ne peut pas agir seul, ni recruter des compagnons parmi ceux qu'il pense insatisfaits. Et, dès qu'il révèle son intention à un insatisfait, il lui donne la possibilité d'être satisfait, car, clairement, il peut espérer tout avantage. Ainsi, voyant le gain sûr d'un côté, et incertain, et plein de dangers de l'autre, ce sera un rare ami, ou un ennemi obstiné du prince, qui observera sa fidélité. Pour résumer la question, je peux dire que du côté des conspirateurs, il n'y a que de la peur, de la jalousie, et de la préoccupation pour la punition qui les effraie. De l'autre côté, le prince peut compter sur la majesté de son pouvoir, sur les lois, sur la protection des amis, et de l'État qui le défendent. De plus, si l'on ajoute à tout cela la bienveillance du peuple, il est impossible que quelqu'un soit assez téméraire pour organiser une conspiration. En effet, généralement, si un conspirateur a peur avant de mettre en œuvre son plan maléfique, dans ce cas, il devrait craindre encore plus après l'exécution du plan. Car il aura le peuple comme ennemi et ne pourra espérer aucun refuge. De ce sujet, on pourrait donner d'innombrables exemples, mais je veux me contenter d'un seul, qui se rapporte à la mémoire de nos pères. Messé, Annibale Bentivoglio, grand-père de l'actuel Messé, Annibale, qui était le prince de Bologne, a été assassiné par les Caneschi, qui avaient comploté contre lui, et il ne restait personne, sauf Messé, Giovanni, qui était encore un enfant. Immédiatement après l'assassinat, le peuple s'est soulevé et a tué tous les Caneschi. Cela est arrivé en raison de l'affection populaire que la maison des Bentivoglio avait parmi les gens de Bologne. C'était tellement fort qu'il n'y avait personne à Bologne. De la famille Bentivoglio, capable de gouverner l'État, après la mort d'Annibale, les Bolognais sont allés chercher un Bentivoglio, né à Florence, et qui jusqu'alors avait vécu comme fils d'un forgeron. Ils l'ont emmené à Bologne et l'ont nommé gouverneur de la ville, qu'il a gouverné jusqu'à ce que Messé, Giovanni, soit assez grand pour prendre le contrôle. Je conclus donc qu'un prince doit considérer les complots comme de peu d'importance, lorsque le peuple lui est favorable. Mais, lorsqu'il est hostile, et qu'il le hait, il doit craindre tout, et tout le monde. Les États bien ordonnés, et les princes sages, ont toujours cherché avec grand soin, à ne pas disperser les grands, à satisfaire le peuple, et à le maintenir heureux, car c'est l'une des questions les plus importantes, pour un prince. Le royaume, le mieux ordonné, et gouverné de notre temps, est celui de France, où l'on trouve d'innombrables bonnes constitutions, qui garantissent la liberté et la sécurité du roi. La première de ces constitutions est le Parlement et son autorité, car ceux qui ont gouverné ce royaume
reconnaissant l'ambition des puissants et leur arrogance insolente, ont jugé nécessaire de leur mettre un frein pour les corriger. D'autre part, sachant que les grands étaient détestés par la majorité et que leur pouvoir reposait sur la peur, ils ont voulu s'assurer le soutien du peuple et des grands en même temps, sans faire du roi le seul garant de leurs droits. Par conséquent, ils ont institué un troisième juge qui, sans subir de pression du roi, jugerait les grands et protégerait les plus faibles. Il n'y a pas de meilleur ordre, ni plus prudent, ni de plus grande garantie pour la sécurité du roi et du royaume. De cela, on peut tirer une autre leçon importante. Les princes doivent confier les questions de charge à d'autres et celles de grâce à eux-mêmes. Enfin, je conclus qu'un prince doit respecter les grands, mais ne pas se faire haïr du peuple. Pour beaucoup de personnes, en considérant la vie et la mort de certains empereurs romains, il pourrait sembler y avoir des exemples contraires à mon opinion, c'est-à-dire que certains ont toujours vécu de manière exemplaire et ont montré une grande vertu d'esprit, mais ont quand même perdu l'empire, ou ont été tués par leur propre entourage, qui a comploté contre eux. Ainsi, pour répondre à ces objections, je discuterai des qualités de certains empereurs, en montrant les causes de leur chute, pas très différentes de celles que j'ai exposées. Et je considérerai en partie ces choses qui sont pertinentes pour ceux qui lisent les actions de cette époque. Il me suffira de considérer tous les empereurs qui se sont succédés de l'empire de Marc, le philosophe, à Maximin, c'est-à-dire Marc, son fils Commode, Pertinax, Julien, Sévère, Antonin, son fils Caracalla, Macrin, Héliogabale, Alexandre et Maximin. Il est important de noter, tout d'abord, que, tandis que dans les autres principautés, il suffit de faire face à l'ambition des grands et à l'insolence du peuple, les empereurs romains devaient faire face à une troisième difficulté. Supporter la cruauté et l'avidité des soldats. Cela était si difficile qu'il ruinait souvent beaucoup de gens, car il était difficile de satisfaire à la fois les soldats et le peuple. Les peuples aimaient la paix, et donc aimaient les princes modestes, tandis que les soldats aimaient un prince à l'esprit militaire, et insolent, cruel et avare. Ces choses exigeaient que le prince les exerce sur les peuples, pour pouvoir avoir un double salaire, et pour assouvir leur avidité et leur cruauté. Ces choses ont fait en sorte que ces empereurs, qui, par nature ou par compétence, n'avaient pas une grande réputation, pour les maintenir tous deux en équilibre, s'effondraient toujours. La plupart d'entre eux, surtout ceux qui arrivaient au pouvoir en tant qu'hommes nouveaux, conscients de la difficulté de concilier ces deux humeurs différentes, cherchaient à satisfaire les soldats, sans se préoccuper outre mesure d'offenser le peuple. Ce choix était nécessaire, car les princes, ne pouvant éviter d'être haïs par certains, devaient avant tout s'efforcer de ne pas être haïs par l'ensemble de la communauté. Et quand ils ne pouvaient pas y parvenir, ils devaient chercher, par tous les moyens, à éviter la haine des communautés les plus puissantes. C'est pourquoi ces empereurs, qui avaient besoin de faveurs extraordinaires, en raison de leur nouveauté, préféraient s'aligner sur les soldats, plutôt que sur le peuple, ce qui leur était utile ou non,
en fonction de la façon dont le prince parvenait à maintenir sa réputation auprès d'eux. De ces causes susmentionnées est né le fait que Marco, Pertinace et Alexandre, étant tous trois de vie modeste, aimant la justice, ennemis de la cruauté, humains et bienveillants, ont tous eu, sauf Marco, un destin tragique. Marco, quant à lui, a vécu et est mort très honoré, car il est devenu empereur, par héritage, et n'a pas eu à le reconnaître, ni devant les soldats, ni devant le peuple. De plus, accompagné de nombreuses vertus qui le rendaient vénéré, il a toujours maintenu, tout au long de sa vie, son ordre et son pouvoir, sans jamais être ni haï, ni méprisé. Mais Pertinace, créé empereur, contre la volonté des soldats, qui étaient habitués à vivre de manière licencieuse, sous commode, et ne pouvaient supporter le mode de vie honnête que Pertinace voulait leur réinstaurer, a suscité la haine, et ajoutant le mépris pour sa vieillesse, a ruiné le début de son règne. Et il faut remarquer ici que la haine est acquise à travers les actions bonnes et mauvaises. Donc, comme je l'ai dit auparavant, si un prince veut maintenir son état, il est souvent obligé de ne pas être bon. En effet, lorsque l'université, le peuple, les soldats ou les nobles, dont vous avez besoin pour maintenir votre pouvoir, sont corrompus, vous devez suivre leur humeur pour les satisfaire, et vos actions bonnes deviennent ennemies. Mais parlons d'Alexandre. Il était si bon que, parmi les autres éloges qui lui sont attribués, il y a celui-ci. Pendant les 14 années où il a tenu l'Empire, personne n'a jamais été tué injustement par lui. Cependant, étant considéré comme efféminé, et comme un homme qui se laissait gouverner par sa mère, il tomba en disgrâce, et l'armée conspira contre lui, et le tua. En parlant maintenant, au contraire, des qualités de Commode, de Sévère, d'Antonin Caracalla, et de Maximin, vous les trouverez très cruels et avides. Pour satisfaire les soldats, ils n'ont épargné aucune forme d'abus qui pourrait être commise à l'encontre de la population. Tous, à l'exception de Sévère, ont connu une fin triste. En effet, Sévère avait une telle vertu qu'en maintenant les soldats comme amis, il pouvait encore régner heureusement, même si la population était accablée par ses décisions, car ses vertus le rendaient si admiré des soldats et de la population, qu'il restait quelque peu stupéfait et étonné, tandis que les autres le respectaient et se considéraient satisfaits. Et puisque les actions de cet homme étaient grandioses et remarquables pour un nouveau prince, je veux montrer, brièvement, combien il a su bien utiliser la force et la férocité que j'ai dit, précédemment, être nécessaire pour un prince à imiter. Connaissant la lâcheté de l'empereur Julien, Sévère persuada son armée, dont il était le capitaine, en Schiavonie, de se rendre à Rome, pour venger la mort de Pertinax, tué par les soldats prétoriens. Sous cette couverture, sans montrer d'ambition impériale, il conduisit son armée contre Rome, et était déjà en Italie, avant que son départ ne soit connu. Arrivé à Rome, le Sénat, par peur, l'élut empereur, et exécuta Julien. Après cela, Sévère eut deux difficultés à affronter,
pour vouloir assujettir tout l'empire. L'une en Asie, où Pescennius Niger, chef des armées asiatiques, s'était fait nommer empereur, et l'autre à l'ouest, où Albinus, qui aspirait également à l'empire, se trouvait. Considérant qu'il était dangereux de se faire l'ennemi des deux, il décida d'attaquer Niger et de tromper Albinus. Il lui écrivit que, ayant été élu empereur par le Sénat, il voulait partager cette dignité avec lui, et lui envoya le titre de César, et le Sénat le nomma son collègue. Albinus accepta tout cela comme vrai. Mais une fois que Sévère eut vaincu et tué Niger, et pacifié l'Orient, il retourna à Rome, et se plaignit au Sénat qu'Albinus, peu reconnaissant pour les bienfaits qu'il avait reçus de lui, avait tenté de le tuer. Il était donc nécessaire que Sévère aille punir son ingratitude. Par la suite, il alla le trouver en France et lui enleva son état et la vie. Celui qui examinera attentivement les actions de cet homme le trouvera être un lion féroce et un renard astucieux. Il sera vu comme craint et respecté par tous, et non pas haï par les armées. Il n'est pas surprenant que, étant un homme nouveau, il ait pu maintenir un tel empire, car sa grande réputation l'a toujours protégé de la haine que le peuple pourrait avoir pour ses pillages. Mais son fils, Antonin, à son tour, avait d'excellentes qualités qui le rendaient merveilleux aux yeux des gens et apprécié des soldats. Il était un homme militaire, résistant à toutes les fatigues, méprisant toute nourriture délicate et tout autre confort. Cela le faisait aimer de toutes les armées. Cependant, sa férocité et sa cruauté étaient telles, et si inouïes, qu'après de nombreuses mises à mort individuelles, il avait fait tuer une grande partie de la population de Rome, et toute celle d'Alexandrie. Ainsi, il est devenu odieux à tout le monde, et a commencé à être craint, même par ceux qui étaient près de lui, au point qu'il a été tué par un centurion au milieu de son armée. Il est important de noter que les morts similaires, qui se produisent par décision d'un esprit obstiné, sont réservées uniquement aux princes inévitables, car quiconque ne se soucie pas de sa propre vie peut s'offenser. Cependant, le prince doit s'en soucier moins, car elles sont très rares. Il doit simplement veiller à ne pas commettre de graves injures contre ceux qui le servent et l'entourent dans son gouvernement, comme l'a fait Antonin, qui a tué avec mépris un frère de ce centurion, et le menaçait chaque jour. Cependant, il le gardait comme garde du corps, ce qui était un comportement téméraire, et l'a conduit à la ruine, comme cela lui est arrivé. Mais venons-en à Commode, à qui il était facile de maintenir l'empire, car il avait un droit héréditaire, en étant le fils de Marc. Et il lui aurait suffi de suivre les traces de son père, pour satisfaire à la fois les peuples et les soldats. Mais étant d'un esprit cruel et bestial, afin de pouvoir exercer sa rapacité sur les peuples, il s'est tourné vers l'entretien des armées, et leur a permis d'être licencieuses. D'autre part, en ne maintenant pas sa dignité, il descendait souvent dans les théâtres pour combattre avec les gladiateurs, et faisait d'autres choses viles et peu dignes de la majesté impériale, devenant ainsi un objet de mépris pour les soldats. Et comme il était haï d'un côté et méprisé de l'autre,
On conspira contre lui, et on l'assassina. Il nous reste à raconter les qualités de Massimino. Il était un homme très belliqueux. Et comme les armées étaient fatiguées de la mollesse d'Alexandre, dont j'ai déjà parlé, à sa mort, ils l'élirent empereur. Cependant, il ne régna pas longtemps, en raison de deux choses qui le rendirent odieux et méprisé. La première, c'était son bas statut social, car il avait été berger en Thrace, chose qui était bien connue partout, et qui le faisait mépriser par tout le monde. La seconde, parce qu'en retardant son entrée à Rome et la prise de pouvoir impérial, il avait donné l'impression d'être cruel, ses préfets ayant commis de nombreuses atrocités à Rome et partout ailleurs dans l'Empire. Ainsi, le monde entier déchaîné par l'indignation pour la bassesse de son lignage et la haine pour la peur de sa férocité, l'Afrique s'est d'abord révoltée, puis le Sénat, avec tout le peuple de Rome, et enfin, toute l'Italie s'est coalisée contre lui. À cela s'est ajoutée son propre armée, qui, campée à Aquilée, et trouvant des difficultés à prendre la ville, fatiguée de sa cruauté, et craignant les nombreux ennemis, l'a tué. Je n'ai pas l'intention de discuter, ni d'Héliogaballo, ni de Macrin, ni de Julien, qui, étant totalement concentrés sur l'armée, s'éteignent rapidement. J'arriverai à la conclusion de ce discours. Je dis que les princes de notre temps ont moins de difficultés à satisfaire de manière extraordinaire les soldats dans leur gouvernement. Car, même s'ils doivent les prendre en considération, ils résolvent rapidement pour ne pas avoir des armées invétérées avec le gouvernement et l'administration des provinces, comme cela se produisait avec les armées de l'Empire romain. Ainsi, si dans le passé, il était nécessaire de satisfaire davantage les soldats que le peuple, c'était parce que les soldats avaient plus de pouvoir que les peuples. Maintenant, en revanche, tous les princes, sauf le Turc et le Soudan, doivent satisfaire le peuple plus que les soldats, car le peuple a plus de pouvoir qu'eux. Sauf le Turc, qui a toujours autour de lui 12 000 fantassins et 15 000 cavaliers, sur lesquels la sécurité et la force de son royaume dépendent. Tous les autres princes doivent maintenir l'amitié des soldats, sans tenir compte d'autres facteurs. Par exemple, le royaume du sultan est entièrement entre les mains des soldats, et donc il doit également maintenir leur amitié, sans tenir compte de la volonté du peuple. Il convient de noter que l'état du sultan est différent de tous les autres principautés, car il est similaire au pontificat chrétien, qui ne peut être appelé ni une principauté héréditaire, ni une nouvelle principauté, car les enfants du prince âgé n'héritent pas du pouvoir, mais quiconque est élu à cette position, par ceux qui ont l'autorité. Et comme cet ordre est ancien, il ne peut pas être appelé une nouvelle principauté, car il n'y a pas les difficultés typiques des nouvelles principautés, car même si le prince est nouveau, les ordres de l'État sont anciens, et prêts à l'accueillir comme s'il était leur seigneur héréditaire. Mais, en revenant à notre sujet, je dis que quiconque examinera le discours précédent verra que la haine ou le mépris ont été la cause de la ruine de ces empereurs mentionnés, et comprendra également d'où vient le fait que, comme certains d'entre eux agissaient d'une manière, et d'autres de manière contraire,
Seul l'un d'entre eux a connu une fin heureuse, tandis que les autres, non. En effet, pour Pertinace et Alexandre, qui étaient des princes nouveaux, il était inutile et nuisible de chercher à imiter Marc, qui était au pouvoir par succession héréditaire. Et de même, il était dangereux pour Caracalla, Commode et Maximin de chercher à imiter Sévère, car ils n'avaient pas la vertu suffisante pour suivre ses traces. Par conséquent, un nouveau prince, dans un nouveau principat, ne peut imiter les actions de Marc, ni est-il nécessaire de suivre celles de Sévère. Mais il doit prendre de Sévère les parties qui sont nécessaires pour établir son état, et de Marc celles qui sont opportunes et glorieuses pour conserver un état déjà établi et solide. En conclusion, le chapitre 19 du Prince de Nicolas Machiavel offre de nombreuses réflexions intéressantes sur les qualités qu'un prince devrait posséder pour être respecté et craint par ses sujets. Machiavel souligne l'importance d'éviter les comportements qui pourraient le rendre odieux ou méprisable aux yeux du peuple, comme être un usurpateur ou ambigu. Au lieu de cela, un prince devrait montrer de la grandeur, de l'animosité, de la gravité et de la force, en maintenant l'opinion que personne ne peut le tromper ou le manipuler. Ce chapitre reste une source de discussion et de réflexion encore aujourd'hui, nous invitant à nous interroger sur les qualités d'un bon leader et sur la nature du pouvoir. Cette vidéo est disponible en anglais, espagnol, italien, français et portugais.